Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue dans cette émission Angle Saillant. Angle Saillant, une émission que vous suivez sur ma bannière à télévision. Et aujourd'hui, à la présentation, vous le constatez, c'est donc votre humble serviteur Glodino Lucano. Sur ce plateau, je vais recevoir des invités à ma gauche. Il s'agit bel et bien de Maître John Kayimbi. Il est au cadre du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et Chapoué. Maître Sali, et merci d'être venu. Salut, monsieur Glodino, merci pour l'invitation. Salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Et à ma droite, nous avons le docteur Eliezer Mpoutou, président fédéral du parti politique Essor de la République dans la province du Congo central. Salut et merci d'être venu. Salut, messieurs les journalistes. Salut à toute la population de la ville de Matadi et à mon co-débatteur ici sur le plateau. Voilà, merci. Avec mes deux invités, mesdames et messieurs, nous allons aborder trois thématiques. Nous allons commencer par la gestion de l'incendie de l'immeuble satellite jusqu'à son écroulement. Et ensuite, nous parlerons de l'actualité dans la province du Congo central. Le résultat provisoire de l'élection du 29 avril dernier de gouverneur et vice-gouverneur reste contesté par l'une des parties ou par un candidat qui est en course, bien sûr. Et sinon, le troisième point, nous allons vous parler de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le dépôt, bien sûr, des candidatures a débuté depuis ce lundi. Donc déjà, les candidats déposent leur candidature. Sans plus tarder, je vais accorder la parole à Dr Eliezer Mpoutou. Dr Eliezer Mpoutou, quelle analyse faites-vous de cette situation sur l'incendie de l'immeuble satellite à partir du déclenchement de l'incendie jusqu'à ces jours? Ok, merci de la question posée, messieurs les journalistes. En fait, avant de commencer d'aborder ces sujets, je m'incline d'abord à toutes les personnes qui ont perdu leurs âmes par rapport à cette catastrophe. Et nous disons, nous sommes de cœur avec toutes les familles éprouvées et puis nous demandons à ce que les choses aillent mieux parce que là, jusque-là, nous venons de passer par là. Il y a toujours les travaux qui se font pour peut-être découvrir les autres corps qui ne sont pas encore découverts. Mais sinon, par rapport à la gestion de cette catastrophe, en tout cas, c'est une désolation. C'est une désolation, pourquoi? Parce que jusque-là, dans la ville de Matadi, d'abord, la mairie elle-même n'a pas de véhicules anti-incendie. Ça, c'est un problème. On ne peut pas imaginer en plein 21e siècle comme ça, une grande ville comme la ville de Matadi manquer un véhicule anti-incendie. Donc, il faut toujours recourir à la société MGT pour venir secourir la population. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je n'encourage pas. Et nous demanderons déjà à notre maire de la ville de prendre des dispositions qui s'imposent pour trouver une solution par rapport à cette situation. D'aider dans la phase de gestion du cycle d'une catastrophe, nous avons 4 étapes. Nous avons les mesures d'atténuation. Nous avons les mesures préventives, nous avons la préparation et nous avons aussi la réaction et le redressement, donc les retours des activités. Déjà par rapport aux mesures d'atténuation, rien n'a été fait. Dès le premier jour qu'on avait constaté qu'il y avait... Quand vous êtes médecin, il y a trop de techniques, mesures d'atténuation. Nous sommes en français, mon cher. Ah oui, mais si une fois je commence à médicaliser mon français, si je sors dans la politique, pourquoi je voulais rester politique, mettre un peu de côté la médecine. Donc quand je suis en train de dire de mesures d'atténuation, il fallait, dès lors qu'on avait suspecté qu'il y avait déjà du feu dans ce bâtiment, il fallait déjà prendre des mesures dans le sens isoler d'abord cet endroit-là. Nous savons que c'est une route que beaucoup de gens empruntent pour aller en ville ou de sortir de la ville. Il fallait déjà protéger toute cette zone-là, même derrière cet immeuble-là. Mais on a laissé seulement comme ça les gens passer sans prendre des mesures. Même notre police nationale, incapable d'assurer la sécurité. Mais si ces mesures d'atténuation étaient déjà prises en amont, je crois qu'aujourd'hui, on allait éviter cette drame. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas encore le nombre de décès. On ne sait même pas encore nous dire la vérité sur le nombre de personnes qui se sont retrouvées à l'intérieur de l'immeuble. Parce que jusqu'à ce jour, je ne sais pas vous comme vous êtes journaliste,
est-ce qu'on a déjà arrivé peut-être à faire sortir les décès, les personnes qui ont été prises en otage par rapport à cette catastrophe? Une personne seulement a été évacuée. Or, d'après les témoins, il y avait plus d'une vingtaine de gens qui voulaient peut-être aller, les termes qu'on a utilisés, peut-être prendre les biens qui étaient à l'intérieur de cet immeuble, mais le temps qu'ils entraient, et c'est le moment que l'immeuble a choisi pour perdre son efficacité. Donc, à partir de là, nous disons déjà, il y a un problème. Par rapport aux mesures préventives, je venais de les décrire ici, nous n'avons pas de véhicules anti-incendie. Or, si on avait des véhicules anti-incendie, on allait peut-être atténuer la puissance de ces feux qui a pris place dans cet immeuble. Mais avec nos enjeux ici de la MGT, je crois que après 24 heures, il y avait toujours du feu dans l'immeuble. Donc nous avons failli. Alors, par rapport à toute cette situation, je crois qu'il est temps pour nous de prendre notre responsabilité. Donc nous demandons déjà au gouverneur qui viendra, son Excellence Grace Maswangi Bilolo, s'il faut déjà doter la ville de Matadi des matériels qui peuvent nous servir en cas de catastrophe ou en cas d'incendie, il faut le faire. Parce que je ne crois pas que la ville de Matadi ou la province du Congo central peut manquer de moyens pour doter la province de tels enjeux. Et puis, il faut mettre en place, au-delà des services médicaux, il faut mettre en place, la fois dernière, je voyais les services pompiers. Hein, il y avait des rumeurs, je ne sais pas si c'était vrai, il y avait des gens qui ont été formés pour peut-être participer dans de telles catastrophes. Qu'on ait un service d'anti-incendie. D'anti-incendie, des sapeurs-pompiers. On n'en trouve pas. Peut-être ils sont là, mais ils ne sont pas dotés. Comment ils vont travailler? Donc, c'est vraiment une situation désolante, mais ça doit nous interpeller pour que les jours qui viennent, on ne puisse plus avoir de telles situations. Peut-être, bon, une catastrophe ne peut... C'était une situation imprévisible, ça vient de façon soudaine, mais que nous puissions être capables de contenir les conséquences néfastes par rapport à la catastrophe. Merci beaucoup, Dr Eliezer Mpoutou. Maître John Kayembe, avez-vous aussi le temps de réfléchir sur cette situation? Si oui, nous voulons bénéficier de votre expertise. Merci beaucoup. L'intervention de mon co-débatteur ici sur ce plateau a été déjà très importante. Il a dit beaucoup de très bonnes choses. Mais j'aimerais, avant de toucher quelque chose là dans la gestion de cette catastrophe, j'aimerais d'abord partir de la genèse de cet immeuble. Allez-y. Vous savez que dans un pays, dans une république, si l'administration, les services de l'État ne fonctionnent pas, le pays est mort. Tous ceux qui étaient à la genèse, à la construction de cet immeuble, qui avaient une petite notion de la construction, pouvait déjà voir que cet immeuble n'aura pas long feu. Un jour ou un autre, cet immeuble s'écroulera. Mais vous verrez que ces gens-là, en construisant cet immeuble, dans le non-respect des normes, ils avaient l'autorisation de bâtir. Quelle est l'étude qui a été faite en amont, avant cette construction? C'était catastrophique. Donc, le résultat que nous avons obtenu aujourd'hui, de voir cet immeuble s'écrouler à cause d'un feu qui s'était déclenché, n'a fait que sortir les faiblesses de l'immeuble qui existait déjà depuis sa genèse. Ce que les gens oublient, c'est cela. Mais nous avons des services dans ces pays. Si on était dans un pays sérieux, une enquête remonterait jusque là-bas. Mais curieusement, on se retrouve face à une catastrophe dans laquelle on est incapable de répondre favorablement parce que on est en déficit d'outils. Tout le monde lit bien la cravate, tout le monde parle le bon français, mais la province et la ville n'existent pas. Si elle existe, c'est par les Français, mais pas par l'évaluation des risques, par la maîtrise des causes du risque, et puis par les moyens réunis pour faire face à ces risques. Vous avez vu que jusqu'au moment où les gens se sont retrouvés, mon co-débatteur l'a dit, il y avait des gens qui voulaient entrer pour récupérer certaines choses. Mais quand il y a déjà un tel incendie qui s'est déclenché, la première des choses, d'abord, c'est isoler la zone.
Placer l'endroit en zone. Isoler la zone. Personne ne peut plus accéder dans cette zone-là. Mais nous avons les agents de l'ordre, nous avons la police, nous avons tout le monde qui se déclare agent de l'ordre, ils se déclarent service de l'État. Ils étaient où jusqu'à ce que les gens y pénètrent au moment où l'immeuble s'écroulait et que l'on soit aujourd'hui en train de compter les pertes en vies humaines. Donc il y a une irresponsabilité étatique. Voilà pourquoi moi j'en appelle à ceux qui ont encore une part de responsabilité et ceux qui sont en train de progresser dans le processus de prendre en charge la gestion de cette province en général et de la ville de Matadi en particulier, que le défi est énorme. Moi, je pense qu'au lieu que les gens se partagent du champagne en train de chanter et de danser, croyant que nos vies auront changé, mais le défi de la République, il est énorme. Nous aurons besoin de solutions adéquates. Nous aurons besoin d'une brigade anti-incendie sur toute l'étendue de notre province du Congo central, avec du matériel adéquat pour faire face à tous les risques possibles. Mais sinon, si les gens continueront à nous parler français, se réjouir, prendre du champagne à gauche et à droite, et que la province se meurt, et que nos frères et sœurs, à part ceux qui meurent à l'Est, continuent à mourir même dans les risques simples à gérer. Donc, les gens gouvernent, mais ils ne prévoient pas. C'est pas normal. Nous devons changer cette façon de faire. Merci beaucoup, docteur Eliezer Mpoutou. Après l'écroulement de l'immeuble satellite, aucune communication au niveau de la mairie, aucune communication au niveau de la province. Est-ce qu'il y a un problème? En fait, j'avais suivi, c'est sur votre chaîne, hein, si je ne me trompe pas, il y a le ministre des Finances faisant l'intérim du gouverneur de province qui est parti s'enquérir de la situation. Plusieurs autorités sont descendues sur place, même le maire de Matadi, le président de l'Assemblée provinciale. S'il n'y a pas encore une communication, là je ne suis pas responsable. Nous déplorons si tel est le cas et nous en appelons aux responsables de la province d'agir vite, parce que même là quand vous passez, vous sentez même les engins qu'on utilise pour essayer un peu d'évacuer les décombres. En tout cas, ça ne répond pas aux résultats attendus. Et puis, quand il s'agit d'une catastrophe, ce sont des urgences. C'est une situation où les urgences s'imposent. Il faut prendre des engins qui vont vous permettre de travailler un peu dans une dynamique qui va vous donner des résultats dans peu de temps. Mais vous allez là-bas, vous passez parfois l'engin qui est là. Il n'y a pas de carburant, parfois il n'y a même pas de techniciens. Tout ça, ça pose problème. Or, nous avions toujours dit que la vie humaine, elle est sacrée. Tant que la vie humaine restera sacrée, l'État a l'obligation de protéger la population. L'État a l'obligation de protéger son peuple. Donc nous appelons même le maire de la ville. Le maire de la ville, en tout cas, on ne sent pas vraiment que nous avons un maire de la ville efficace. Donc, monsieur le maire de la ville, je crois qu'il est grand temps pour vous d'être très efficace pour le bien de la population matadienne. Merci. Maître John Tayembe, que doit faire le décideur actuellement à ces stades? Ce qu'il doit faire, c'est répondre. Parce qu'un décideur veut dire c'est lui qui doit apporter des solutions aux problèmes du peuple. C'est lui qui doit répondre aux besoins, aux desiderata du peuple. Le problème est là. Alors, leur capacité de les résoudre, c'est ce qui va faire d'eux des vrais décideurs ou pas. Sinon, si tout le monde s'est recroquevillé et puis la situation continue à perdurer, il n'y a pas d'engin adéquat, il n'y a pas une prise en charge adéquate, il n'y a pas même un vrai rapport par rapport à la catastrophe, l'établissement des responsabilités. Qui a fait quoi, qui doit à qui? Donc, cette façon-là de faire, ça ne nous aide pas. Voilà pourquoi j'en appelle moi aussi au maire de la ville. Je suis en train de me poser la question. C'est comme si le maire de la ville n'était venu que pour postuler et puis gagner. Si je ne gagne pas, je disparais. Parce qu'en tout cas, depuis après les élections, en tout cas, même les petits semblants là du départ que l'on sentait qu'il y avait un maire de la ville ici à Matadi. Non, non, je vous dis, je suis sérieux. Moi, je n'ai pas d'amis dans la gestion de la Res Publica. Moi, j'ai le principe de la gestion de la Res Publica. Je ne suis pas ami des gens. Je suis ami des idées. Si les idées marchent, c'est bon. Si les idées ne marchent pas, en tout cas, je ne peux pas jeter des fleurs sur quelqu'un. Mais déjà, son départ était quand même, on sentait qu'il y avait un maire.
Mais depuis, après les élections, il a totalement disparu. Et dans cette catastrophe, je ne sens pas, non, c'est armes AK-45, AK-46, 48, BG-24. On n'entend plus parler quand il faut répondre aux besoins de la population. Mais quand il faut chanter à la gloire des gens pour rien, on entend des bruits. Ce n'est pas intéressant. L'État doit répondre le plus rapidement possible et ça ne doit pas s'arrêter là. On doit établir les responsabilités en partant de la genèse de cet immeuble. Je vous dis, si on part de la genèse de cet immeuble, vous verrez, beaucoup de têtes vont tomber derrière ça. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va prendre notre deuxième thématique. Ici, nous allons parler de l'actualité provinciale qui reste dominée par les résultats provisoires de l'élection du 29 avril 2024. Résultats qui restent en tout cas contestés par l'un des candidats, la personne du docteur Guibandou Nungidi, gouverneur en fonction, ou sinon gouverneur sortant, qui conteste les élections du 29 avril. D'après lui, ces élections, la loi électorale a été violée lors de ces élections. Parmi les faits qui ont été brandis, nous avons aussi la présence d'un agent de la Commission électorale nationale indépendante dans l'isoloir au moment où l'un des grands électeurs était en train de voter. D'après ses conseils, cette façon de faire les choses violerait le caractère secret du vote pendant la démocratie, où la République démocratique du Congo est en train de se battre pour faire vibrer exactement cette démocratie. Également, la partie du regroupement politique AAINC, les avocats déplorent également l'assistance d'une mauvaise façon faite par le président de l'Assemblée provinciale qui assistait un électeur dans l'isoloir, mais qui lui touchait même le bulletin de vote d'un électeur. En tout cas, le fait nié et rejeté en bloc par le camp Guibandou et la Commission électorale nationale indépendante. Bon, moi, les vidéos ont été présentées à la cour d'appel par rapport à ces faits. Mais aussi, j'ajoute la présence du député Edouard Samba le jour du vote, d'après les camps du regroupement politique AAINC et les camps Guibandou, que le député Edouard Samba ne pouvait pas voter, d'autant plus qu'il avait renoncé à son mandat de député provincial, optant pour le mandat de député renoncer au mandat de député provincial, optant pour le mandat de député national, mais et là il a été débouté par la Cour constitutionnelle et il est rentré à l'Assemblée provinciale. Pourquoi il ne pouvait pas voter? Vous êtes avocat, maître John Kayembe, par rapport aux faits présentés par le regroupement politique AAINC, comment jugez-vous ces faits? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question que vous nous posez. Je sais que les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Les non-initiés peuvent être scandalisés par ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Allez-y. Et je vais vous dire d'abord d'entrée de jeu que il faut comprendre que les juges électoraux, je peux dire, c'est le rarissime juge au monde qui accepte la fraude dans une certaine mesure. Comment ça? Non, je suis... C'est légal? Oui. Vous avez des dispositifs? Pourquoi le juge électoral est celui qui accepte la fraude dans une certaine mesure? Parce qu'il est de principe en droit électoral que la fraude qui ne peut être sanctionnée par l'annulation n'est qu'une fraude qui viendrait à modifier l'ordre d'arrivée des candidats qui sont en course, en conflit devant les juges électoraux. Ok. Donc toi tu viens, tu portes ta requête devant les juges électoraux, tu lui dis non, ce monsieur a remporté de manière illégale. Mais faudra-t-il lui montrer que ta requête là, le motif de ta requête ferait en sorte que si on répare ce que toi tu relèves comme irrégularité, ça va changer l'ordre d'arrivée et c'est toi qui seras proclamé vainqueur. Si tu n'arrives pas à le faire, à le démontrer, ne dis pas que le juge électoral a accepté l'irrégularité, le juge électoral a été corrompu. Non, il n'est pas corrompu. Il est dans la procédure, il est dans les principes du droit électoral. Et lorsque la loi électorale a été violée ou la procédure est violée? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Ces irrégularités-là nous amèneraient à quoi? À
l'annulation. Mais cette annulation-là, est-ce que si on enlevait par exemple une voix, je donne un exemple, vous dites non, tel a été assisté par le président de l'Assemblée nationale et il a touché même son bulletin. Mais si on enlève l'unique voix là, est-ce que ça vous proclamerait vous vainqueur? Jamais. Ça pose problème. Donc vous voyez un peu, ce sont ces méandres-là que plusieurs ne comprennent pas. Et quand ils trouvent ça scandaleux, non, il n'a pas accepté. Même la Cour constitutionnelle, il y a des arrêts depuis 2006, 2011. On vous dit, ces irrégularités n'étaient pas de nature à modifier, renverser l'ordre d'arrivée des candidats. Donc, aussi longtemps que cet ordre-là ne peut pas être renversé, le juge électoral te dit, refaire, partir à Beauvau, c'est-à-dire repartir à zéro, ferait perdre de l'argent à l'État. Ça ne sert à rien, parce que ça ne renverse pas l'ordre, celui-ci resterait toujours en tête, et l'autre, donc on accepte ça, ça passe, lui il reste vainqueur. Vous voyez. Là c'est sur le plan juridique. Mais sur le plan politique, parce que nous sommes en train de faire une analyse politico-juridique. Ok, les deux au même moment. Par rapport à cet aspect des choses. Je l'avais dit tantôt sur un plateau de télé, j'ai dit ceci. Le temps Guy Bandou doit arriver à prendre son mal en patience, doit arriver à avaler sa pilule. Malgré elle ferait mal, elle fait très mal. Le camp Guy Bandou doit arriver à avaler cette pilule-là. Je suis en train de le dire. Pourquoi? Parce que nous savons que cette république, mon co-débatteur de l'Union Sacrée ne va pas me contredire. Nous savons que cette république est gérée par les mots d'ordre, par les organisations, les choix des autorités morales. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'en arrive. Il faut ne pas être politicien pour ne pas comprendre que tous les décors étaient plantés pour que Grace Bilolo soit gouverneur de cette province. Comment vous l'avez su? On l'a su au regard de l'ordre des autorités de l'Union Sacrée. On l'a su de par toutes les vidéos que nous avons vues. Les gens devaient se battre sur le terrain du Congo central, mais ils sont partis chez les détenteurs du pouvoir. Et le camp Guy Bandou et le camp Grace Bilolo. Tout c'était à Kinshasa. Tout c'était à Kinshasa parce que si Kinshasa m'accepte, je serai gagnant. Mais nous avons vu clairement, noir sur blanc, que les dévolis de Kinshasa, commençant par le présidium de l'Union Sacrée, certaines autorités du gouvernement central, et qui dit déjà le présidium de l'Union Sacrée, dit le président de la République lui-même. Quand déjà vous êtes accepté par ce présidium-là, le président de la République ne vous contredit pas. Et il a accepté ça comme ça. Nous avons vu que c'était Grace Bilolo qui devait l'emporter au regard de l'organisation. Mais s'il y aurait déjà à décrier, on devait décrier ça à ce niveau-là. Pour dire voilà que nous voyons tout est déjà boutiqué, la tendance elle est claire que. Mais les gens partent avec cette assurance-là de croire qu'on va renverser alors que c'est un pays qui est géré par les mots d'ordre, par les organisations, de certaines choses que je ne peux pas citer sur les plateaux. Nous savons comment nos représentants, entre guillemets, votent. Nous savons comment ils votent. Ils votent sur base des propositions. Ils votent sur base des ententes. Ils votent sur base des accords. Qui ne le sait pas? Et s'ils ont déjà planifié les accords de l'autre côté, tout est bien organisé. Vous pensez que vous sortirez gagnant? Vous ne sortirez pas gagnant. Allez dans cette guerre, continuez dans cette guerre, alors que sur le plan juridique déjà ça pose problème. Sur le plan politique, il y a tout le décor pour que Grace Bilolo soit là, il est déjà là. Continuer à faire ça, c'est détruire même la cohésion provinciale. Moi je me dis, si nous aimons cette province comme nous le stigmatisons toujours, alors nous devons quand même arriver à dire, même si moi je ne suis pas là, je dois préserver notre bébé qui est la province, notre bébé précieux qui est la province. Mais quand on dit, si moi je ne suis pas là, peu importe, en tout cas, ce qui va devenir, je m'en fiche, je vais avec cette guerre jusqu'au bout. Je trouve que ce n'est pas bien réfléchi de la part du camp du docteur Guy Bandou. Je l'ai dit et je le répète, je l'ai dit au début de son mandat. Je l'ai trouvé, j'ai suivi son discours, je l'ai trouvé un gars intelligent. Mais gérer la République, c'est autre chose. Il s'est cassé les dents dans la gestion de la République, y compris avec son colistier Grace Bilolo.
Mais seulement que l'un a eu la chance de se rattraper avec un nouveau mandat. Toi, tu n'as pas eu la chance. Alors, il faut savoir déposer les armes et continuer la vie. Il a 2 mandats, le mandat provincial et le mandat national. Qu'il continue, la vie politique va continuer. Et quand vous parlez du dossier député Edouard Samba, que non, il avait renoncé. Mais la loi, elle est claire. Dire que non, je vais siéger à l'Assemblée nationale n'exclut pas que si à l'Assemblée nationale ça ne tient pas, que tu récupères ton mandat de l'Assemblée provinciale. Ça n'exclut pas. Edouard Samba a perdu son mandat au niveau de l'Assemblée nationale. De droit, il revient récupérer son mandat à l'Assemblée provinciale. C'est des droits. Mais dire que non, il ne pouvait pas parce qu'il avait dit, il avait fait, non, c'est la loi qui a prévu les retours. Avant 2011, les retours n'étaient pas possibles. Mais à partir de 2011, avec la modification de 2011, les retours ont été rendus possibles. Tu peux partir, ça ne tient pas de l'autre côté, et tu rentres à l'hémicycle. Tu viens siéger. Vous serez en vertu de quel élément légal? Je n'ai pas amené ma constitution, mais je peux vous fournir toutes les dispositions d'un moment à l'autre. On va y revenir. On peut y revenir à une autre édition tellement que c'était... Merci beaucoup. On va prendre Dr Eliezer Mpoutou, vous étant analyste politique et Nekongo. Pensez-vous que les démarches entreprises par le camp Guy Bandou pour pouvoir, cherchant l'annulation bien sûr de l'élection du 29 avril 2024, serait salvatrice pour la province du Congo central? Merci de la question posée. Au fait, vous savez, mon confrère Dr Guy Bandou avait déjà perdu les élections le jour où il a été mis de côté par le présidium de l'Union sacrée. Vous savez, en politique, il y a des signes qui ne trompent pas. Imaginez, Guy Bandou, c'est le président du conseil provincial de l'Union sacrée. Président du conseil provincial de l'Union sacrée, mais qui n'est pas choisi comme candidat de l'Union sacrée. Moi, en tant que politique, en tant que visionnaire, j'aurais déjà me dire que non, je n'ai plus de place. Ça, c'est de 1. De 2, aujourd'hui même avec la population qu'il est appelé à gérer, la population ne veut plus de Guy Bandou. Partout où je passe, je viens de Kassangoulou, je viens de Boma, je viens de Songololo, la population ne veut plus de Dr Guy Bandou. Pourquoi? Parce que au départ, il a suscité de l'espoir dans les chefs de la population, croyant que c'était la personne qui allait délivrer, la personne qui allait amener le paradis au Congo central, mais ce qui n'a pas été le cas. Aujourd'hui, moi, je donne raison à ces gens qui ont toujours l'habitude de dire que français est Bungisarambo Kate. Parce qu'en voyant la langue, la rhétorique que notre confrère a toujours utilisé pour se faire voir qu'il était gouverneur, si c'était réellement ça, les réalisations que la population attendait, je crois qu'aujourd'hui, nous serions déjà une province très émergente. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors, aujourd'hui, Guy Bandou a perdu les élections 23 sur 16. Même les allégations qui sont en train de poser là, même si aujourd'hui on disait, comme vous l'avez cité, qu'il y a un candidat qui a voté en présence d'un agent de la CENI, il y a Edouard Samba, même si nous enlevons, comme venait de dire mon co-débatteur ici, même si nous enlevons les 2 voix là, Grace Bilolo sera toujours gouverneur parce qu'il aura 21 voix. Or déjà avec 21 voix, c'est la majorité. Le collectif d'avocats ont dit que 5 députés ont été assistés, ont été très mal assistés. Non, tout en non, 5 députés ont été très mal assistés. Bon, moi, je crois que celui qui doit nous départager, c'est la justice, c'est la cour d'appel. Aujourd'hui, il a préféré aller même au niveau du Conseil d'État. C'est son droit. C'est son droit, mais moi, je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, il va commencer à s'entêter. Il ne veut pas obtempérer au choix des députés provinciaux qui sont mandatés par la population que nous sommes. Je crois que Guy Bandou est en train de perdre sa petite crédibilité. Aujourd'hui, il doit se dire qu'il est député national et provincial de la ville de Matadi. Or, cette même population, le temps que lui va commencer à mettre en place des manœuvres dilatoires pour mettre en jeu les élections du gouverneur Grace Bilolo, nous aussi la population, nous allons encore les sanctionner en 2028. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les députés provinciaux qui l'ont sanctionné.
Nous attendons encore sanctionner Guy Bandou en 2028 parce qu'il ne veut pas laisser le pouvoir, il ne veut pas la quiétude dans notre province. Et nous demandons aussi à ceux qui sont aux côtés de Guy Bandou, en tout cas, chers frères, au-delà de tout, c'est d'abord la province. Vous avez géré la province pendant 17 mois, laissez aussi aux autres de gérer la province. On ne vient pas faire une carrière politique au gouvernorat. On ne vient pas faire une carrière politique au gouvernorat. Donc, si nous avions eu le temps de vous laisser de gérer pendant 17 mois et que les députés ont jugé bon de donner la chance à une autre personne, donner aussi la chance, accompagner aussi la personne qui a été choisie. Surtout qu'il a été avec vous. Grâce Maswang Bilolo a travaillé avec vous. Aujourd'hui, c'est lui qui vous remplace. Mais où est le problème? Vous voulez seulement vous, pourquoi? Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Mais nous sommes là, nous sommes derrière le gouverneur Eli. Et je crois que le Conseil d'État va dire le droit, le bon d'ailleurs, pour que Grace Maswang Bilolo soit investi. Merci. En tout cas, nous attendons le verdict du Conseil d'État après la Cour d'appel. C'est le Conseil d'État. Je vous rappelle là, mesdames et messieurs, la CJ, c'est une association de juristes et également on saisit le ministre national en charge de la justice afin de pouvoir s'impliquer pour solliciter l'annulation de l'élection du gouverneur du 29 avril dans la province du Congo central et dans la province de Mongala où, d'après cette association, la corruption et la loi a été violée et la corruption a fait également preuve au regard des vidéos qui circulent. Mais la dernière décision reste bien sûr au juge du Conseil d'État. Alors, on va prendre notre deuxième thématique. Là, je vais commencer avec Maître John Kayimbe. Bien sûr, processus lancé pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'Union sacrée, bien sûr, présente comme candidat président à l'Assemblée nationale Vital Kamere. Et puis, Christophe Mbosoko, le deuxième vice-président. Il y a le fils de Bad qui est là. Comment analysez-vous également cette façon de faire les choses d'après vous? Merci beaucoup pour cette question. Je dis un mot sur le dernier point de l'association des juristes qui aurait saisi les ministres de la Justice pour... vous êtes dans vos minutes, allez-y. Voilà, pour une implication personnelle ou une obligation ou quoi sur les juges. Si vraiment c'est dans ce sens-là, je vais vraiment regretter. Il faut vraiment voir si c'est l'association des juristes ou bien c'est une association des agriculteurs. Parce que les juristes ne pourront pas demander à un ministre de la Justice de faire quelque chose sur une procédure judiciaire qui est entre les mains d'un juge. Le juge n'est soumis qu'à son intime conviction et à l'autorité de la loi. Le juge n'a pas une autre autorité au-dessus de lui. Donc, même le parquet qui a une autorité hiérarchique n'est pas soumis à une obligation du ministre. On parle du pouvoir d'impulsion. Il ne peut même pas donner des injonctions, mais on parle de l'impulsion. C'est-à-dire qu'il peut donner une pensée qui va attirer l'attention du ministère public pour instruire sur un dossier. Mais il ne peut pas dire fais ça, c'est impossible. À combien de fortes raisons les juges? Donc cette démarche-là, je la trouve qu'elle est vraiment à côté de la plaque, que ceux qui l'ont initiée puissent m'excuser là-dessus, mais en tout cas qu'ils puissent un peu reculer et revoir un peu les objectifs de cette démarche-là. Alors, par rapport à cette question qui bat son plein aujourd'hui, qui fait couler d'encre et de salive, Vital Kamere choisi candidat à la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je suis en train de le dire ici. Je sais que certains seront déçus, mais j'ai été prophète au départ. J'avais dit, ce leadership, ce régime ne fera rien dans cette république. Au regard seulement des choses comme elles sont en train de se passer jusqu'aujourd'hui, vous sentez que tout le décor est planté pour un échec. Parce que Kamere a été choisi comme président, comme le président. C'est comme si cette république est devenue un royaume d'une classe politique qui doit faire la transmission du pouvoir de père en fils. Pourquoi vous dites ça? De fils en petit-fils et ainsi de suite.
Pourquoi nous devons toujours voir les mêmes figures? Pourquoi nous devons voir les mêmes animateurs, soit leurs enfants? Donc, c'est pour nous dire que ces gens-là, au sein de leur parti politique, au sein de leur regroupement politique, il n'y a pas de compétences, il n'y a que leurs femmes, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, qui peuvent venir prendre les commandes de cette république, et ils nous ont dirigés, ils ont échoué jusqu'à présent. Et maintenant, ils veulent que leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs puissent continuer à nous diriger pour marcher sur leurs traces, parce qu'ils n'auront pas d'autres inspirations que l'inspiration de ceux qui les ont amenés, ceux qui ont été leurs mentors en politique. Soyons sérieux, le président de ton parti politique, Moïse Katumbi, a échoué avec Kabila. Vous avez décrié la gestion de Joseph Kabila. Moïse Katumbi faisait également partie de la majorité présidentielle sous Kabila. Il a fallu, vous avez souhaité qu'il soit élu comme étant président de la République, n'est-ce pas? Faire revenir le même visage à la tête du pays? Les gens qui ont échoué avec les autres. Quel faire revenir le même visage à la tête du pays? Nous le savons ici que il n'y a pas eu un brillant gouverneur dans cette république que Moïse Katumbi, dans cette mandature à laquelle vous faites allusion. Sa gestion a été aussi décriée. Personne ne vous apporte une preuve contraire et personne ne vous apporte une preuve démontrant sa mauvaise gestion. Comment vous pouvez imaginer que dans le Haut-Katanga, ça a été démontré noir sur blanc que Katanga n'a même pas de bonnes écoles construites par Katumbi. Mais messieurs, essayez un peu de vous informer. Essayez un peu de vous informer. Il n'y a pas quelqu'un qui a construit plus d'écoles que ces messieurs-là au Katanga, même pas le gouvernement central de l'époque. Mais vous n'avez pas contredit ça, vous n'avez pas contredit Massouko. Non, mais je suis en train de vous dire, si vous suivez son discours de campagne, ce n'était pas un discours où il venait, il parlait aux gens pour nous dire moins d'escarmouches ou quoi. Il parlait en posant la question à la population. Les bilans, c'est vous qui les donnez. Est-ce que ce n'est pas moi qui avais fait ça? Est-ce que ce n'est pas moi qui avais fait ça? Est-ce que ça existe encore? Non. La population répondait. Donc c'est la population qui faisait les bilans. Comment quelqu'un qui aurait échoué et cette population-là est en train de l'ovationner pour dire que c'est toi qui as fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça? La population congolaise a réussi son mandat de l'Assemblée nationale. La population congolaise regrettera ses leaderships à la tête de ces pays pour avoir perdu 10 ans pour rien avec ces régimes actuels. Je suis en train de vous dire, je mets ma main à couper. On se retrouvera encore ici. C'est pour vous dire, Kamere, moi je n'en disconviens pas, mais moi je suis en train d'en appeler. Je dis, cette jeunesse ou bien ces groupes de parlementaires qui se sont levés contre cette décision, j'ai dit ça commence un peu à se réveiller. Parce que c'est comme si nous sommes distraits, ces gens-là se mettent, ils disent, toi tu peux postuler, toi tu ne peux pas postuler. Et toi tu as des ambitions, tu sais que tu peux mieux faire, tu te plies à la décision de votre parti politique, une décision qui est contraire au bien-être social, au bien-être communautaire, et puis toi tu te plies, tu dis, Bapona qui vient Kamere, Toti Kakak. Parti mutepona qui est bapona qui vient bahati toti kakaka baponi mwana bahati bon bakende. Mais ça c'est la complicité, c'est un assassinat de la République, parce que vous êtes incapable de défendre la République. Or la défense de la République c'est un droit constitutionnellement reconnu, et quand il y a l'arbitraire comme ça, mais il faut y résister. Mais aujourd'hui là vous voyez, Bahati a échoué et il présente son fils pour être au bureau. Mbosso a échoué, je ne sais pas si lui n'a pas de fils. Il se présente lui-même et quitte la présidence pour devenir deuxième vice-président. Et puis, Bemba, qui trouve que non, il n'a pas été élu, Bemba s'est dit non, comme moi je ne suis pas là, je présente ma soeur pour être ma fille, pour me représenter de l'autre côté. C'est une anarchie, c'est une injustice contre laquelle toute la population doit se lever. Dans la rue pour ça. Merci beaucoup. On va prendre Dr Eliezer Mpoutou, membre de l'Union sacrée de la nation. Votre famille politique a choisi Vital Kamerhe comme étant candidat président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Au regard de la gestion de l'Assemblée nationale qu'a fait preuve Vital Kamerhe vers les années 2006-2007, est-ce que c'est un bon choix pour l'Union sacrée de la nation, oui ou non? Merci de la question posée. Au fait, ce que je vais d'abord signaler à la population qui est en train de nous suivre, c'est encore une proposition. Les membres des bureaux, c'est une proposition venue du président. Donc les députés qui se sont sentis lésés, c'est de leur droit de refuser cette proposition, parce que c'était une proposition. C'est une proposition mais qui
qu'il amène déjà la tête de l'Assemblée. Mais vous l'avez dit ici, dans l'Union sacrée, s'il vous plaît, soyez patient. Docteur, vous l'avez dit ici, lorsque l'Union sacrée choisit, ça signifie qu'il faut lire les signes du temps. Lorsque votre présidium de l'Union sacrée choisit, ça signifie que vous êtes là. Il est difficile pour vous de choisir. Vous avez dit, ne sont pas les mêmes et les situations diffèrent. C'est ça le problème. Aujourd'hui, l'unique personne ou l'unique poste où on peut se dire il y a eu quand même l'acceptation de tout le monde, c'est au niveau de la présidence. Vital Kamerhe a été voté massivement par rapport aux primaires qui ont été organisées par le présidium de l'Union sacrée. Mais les autres membres, nous avons le fils de Bahati, nous avons la sœur de Bemba et les autres. En tout cas, je vois que la majorité des députés ne sont pas d'accord parce que ce sont eux qui vont élire le membre du bureau. Moi, en tant que membre de l'Union sacrée, et puis quelqu'un qui aime la logique, quelqu'un qui est là pour la République, je ne vais pas cautionner cette proposition. Vous êtes d'accord de la candidature de Vital Kamerhe, mais non pour le membre du bureau? Je suis d'accord de la candidature de Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que il a été choisi par rapport aux élections primaires. Ce sont les députés eux-mêmes. Ils ont jeté l'air dévolu sur la personne de Vital Kamerhe. Moi, je suis hors Parlement. Qu'est-ce que j'ai à voir? Mais par rapport à la démarche, je suis en train de soutenir les députés nationaux républicains qui ne veulent plus voir le même personne se partager le pouvoir comme si nous étions dans un isme renfermé, que nous devons toujours obéir à ce qu'ils veulent. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec eux et j'ai leur dit de continuer à faire du bruit et de ne pas voter les personnes par népotisme. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous le dire. Moi là, aujourd'hui je suis député. J'ai mes capacités. Je n'ai pas droit à devenir questeur de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas droit à devenir premier président de l'Assemblée nationale. Ça non. Prenez le cas de Mbosso. Quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale. Vous voulez encore devenir deuxième vice-président. Mais ça c'est ridicule mon frère. Jusqu'à quand? Et puis, voyez aussi son âge. Mais dans votre famille politique, dans les familles politiques, le pouvoir se donne par quota. Non. Cela ne m'empêche pas à critiquer s'il y a une mauvaise décision. Parce que c'est le présidium qui vous dit que toutes les décisions prises par le présidium, ce sont des bonnes décisions. Non. Nous devons débattre, nous devons trouver un compromis. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ces députés qui ne veulent pas que nous ayons les mêmes. Et puis, il y a une violation grave de la Constitution par rapport à cette proposition. Quand on compose le bureau de l'Assemblée nationale, on doit retrouver les différentes provinces. Il faut avoir la représentation des différentes provinces. Mais déjà là, nous avons Vital Kamerhe, nous avons le fils de Bahati, qui sont tous de la même province, les grands Kivu. Il n'y a pas le Congo central. Mais il y a combien de postes là? On n'aura pas 26 postes. Mais par rapport à CC, nous avons 7 postes. Nous avons 7 postes. On devait avoir 7 provinces. On devait avoir 7 parce que nous savons dès le départ, la RDC avec 6 provinces. Nous avons les grands Katanga, les grands Kivu, les 4, il y a Kinshasa et puis le Congo central avec Bandundu, parce qu'on a toujours mélangé l'Ouest. Donc moi je crois qu'on doit d'abord partir de là. Il faut qu'il y ait la représentation des grands Bandundu, des grands Katanga, la province orientale par rapport à l'ancienne configuration, pour mettre un peu d'arrêt. Et puis nous voulons nous sommes à la fin, vous n'aurez plus la parole. Nous ne voulons plus le même nom, nous ne voulons plus le même figure. Mon ami venait de le dire ici, Bahati, Mbosso et les autres, ils ont déjà eu à travailler. Quels sont les résultats? Si nous pouvons nous regarder de face ici, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces pays? Est-ce que ce sont les mêmes qui doivent continuer à nous diriger? Y a-t-il pas d'autres personnes mieux outillées qu'eux pour diriger? Et ça aussi, c'est l'égoïsme. Est-ce que dans leur parti politique, il n'y a pas de gens compétents? Donc, moi, je trouve ça. Donc, il n'y a pas de gens compétents qui est là pour être président de l'Assemblée ou être ministre. Non. Ça, c'est aussi un moyen de décourager des gens qui sont dans des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis,
même si je me tenais à fond, demain je n'aurai pas la chance de devenir président de l'Assemblée provinciale. Et c'est ça qui crée... C'est vous travaillez pour les autres. Oui, c'est ça qui crée un foisonnement des partis politiques. Nous sommes arrivés à la fin. Parce que quelqu'un s'est dit, il fallait que je puisse avoir mon propre parti politique. Dès que l'opportunité va se présenter, j'aurai la chance peut-être de briguer un peu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, au cours de laquelle nous avons abordé 3 thématiques, dont la gestion de l'incendie de l'immeuble Satellite. Nous vous avons également parlé de l'actualité en province qui est dominée par l'élection, le résultat de l'élection de gouverneur du 29 avril dernier qui reste en tout cas contesté par le regroupement politique AA-INC. Nous vous avons également parlé de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ces 3 sujets ont été abordés par mes 2 invités. À ma gauche, j'ai réussi pour vous Maître John Kayembe au cadre du parti politique Ensemble pour la République, parti cher au président Moïse Katumbi. Maître, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Merci. Et à ma droite, j'ai reçu pour vous Dr Eliezer Poutou, président fédéral du parti politique Essor de la République. Docteur, merci d'être venu. Merci à vous, merci à tous les députés et à l'honorable Grace Maswang qui a été élu gouverneur. Merci mesdames et messieurs, merci à cette grande équipe technique qui a piloté ensemble avec moi à cette émission. Donc je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye.